Tout peuple colonisé, c'est-à-dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d'infériorité, se situe vis-à-vis du langage de la nation civilisatrice, c'est-à-dire de la culture européenne. Frantz Fanon, penseur et psychiatre martiniquais, écrivait ces mots il y a plus de 70 ans. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils résonnent toujours en nous, ultramarins ? Souffrons-nous toujours de ce même complexe d'infériorité ? Ma première journée de classe à Paris, le professeur nous a demandé de nous présenter. C'était une classe de 40 élèves. Tous avaient grandi ici et pour la plupart en Île-de-France. Moi, j'arrivais tout juste de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et j'essayais de me fondre dans la capitale parisienne, de m'adapter aux codes sociaux. Je me rappelle scruter le style vestimentaire des personnes dans la rue et de m'empresser d'acheter le même genre de jeans, de baskets. Je ne voulais pas faire tache dans le décor. Je voulais surtout pas qu'on me regarde avec condescendance. Vous savez, du genre regardez-moi celle-là, elle débarque de son île. Chacun a décrit son parcours scolaire, dans des facs, des écoles que je ne connaissais d'ailleurs pas du tout. Ils ont donné leurs expériences professionnelles en les valorisant. Et tous paraissaient sûrs d'eux, importants. Même leur plus courte expérience semblait très sérieuse et impressionnante pour moi. Mon tour venu, lorsque j'ai dû prendre la parole, j'ai eu un peu de mal à me lever. Une sensation de trac, voire d'angoisse. Toutes mes expériences, mon parcours me semblait illégitime une fois que je les disais. J'avais du mal à les valoriser, à leur donner du sens. En fait, je me sentais complètement nulle. Et j'étais super mal à l'aise avec le fait de me mettre en avant. Et c'est ce que je ressens la plupart du temps lorsque je dois parler avec des personnes venant de l'Hexagone, et surtout lorsqu'elles sont blanches. Les mots me manquent d'un coup. J'ai l'impression que mon français n'est pas convenable, que je n'ai plus de vocabulaire, combien même la personne en face me paraît bienveillante. Si elle est sûre d'elle, moi, je perds mes moyens. Je me souviens de mes parents qui me répétaient plus jeune de ne pas me laisser impressionner par les oreilles. Ce terme utilisé en Nouvelle-Calédonie à La Réunion désigne celui qui vient de l'Hexagone. Expatriés, les oreilles, comme on dit, occupent souvent un poste d'encadrement. Selon une étude de Marine Haddad, sociologue à l'Institut national démographique, proportionnellement, les hexagonaux sont plus nombreux à exercer un poste d'encadrement dans la fonction publique. Par exemple, en Martinique, sur la période de 2014 à 2019, 40% d'hexagonaux occupaient un poste à responsabilité contre 10% des Martiniquais. Une différence qui ne s'explique pas toujours par le niveau de qualification, mais plutôt par une survalorisation de l'hexagone. Une situation vécue comme une continuité coloniale, qui nourrit un ressentiment, une rancœur, et parfois même une certaine hostilité vis-à-vis des hexagonaux. Pourquoi eux et pourquoi pas nous ? S'ils sont à des postes supérieurs, peut-être alors qu'ils le sont. Mes parents, tous deux dans la fonction publique, ont vécu cette situation de façon douloureuse. Ils avaient le sentiment quelquefois de ne pas être considérés par leurs supérieurs venus d'Hexagone. Le rapport était parfois conflictuel. Ils rentraient à la maison frustrés et ils tenaient à me rappeler que j'étais à la hauteur, que j'étais intelligente. Un peu comme une manifestation, une revanche. Un désir de reconnaissance, d'ascension sociale qui s'est transmis dans ma famille de génération en génération. Bagnards, travailleurs engagés, Kanaks soumis au code de l'indigénat, esclaves, mon histoire familiale est intimement liée à celle de la colonisation française. Et j'ai souvent l'impression que je porte en moi leurs blessures, qui se sont traduites dans ma génération et celle de mes parents et grands-parents en véritable rage, celle d'exister. Alors j'ai beau courir, leur chaîne me rattrape. Mais je pense que je suis de cette génération qui a le privilège de me replonger dans les douleurs du passé, de briser le non-dit, de pouvoir mettre des visages sur des violences, des prénoms sur des matricules, de colorer les photos en noir et blanc. Et non, ce n'est pas une attitude victimaire comme certains l'avancent. Reconnaître le passé, questionner son héritage, c'est s'en affranchir. Se débarrasser de l'aliénation et peut-être réussir enfin à tendre vers l'universalisme, celui dont parle Frantz Fanon. Le problème est d'importance. Nous tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Rassembler les récits afin de faire émerger une réflexion et une solidarité collective. Quête, le podcast des ultramarins. Frantz Fanon naît en 1925 à Fort-de-France en Martinique. Sa famille fait partie de la petite bourgeoisie métisse, ce qui lui vaut alors un certain privilège dans un territoire où la hiérarchisation raciale s'est construite autour de la goutte de sang blanc. Un père inspecteur de douane, une mère commerçante, c'est plein de patriotisme qu'il rejoint les forces françaises libres du général de Gaulle à 18 ans pour combattre le nazisme. Mais en Hexagone, Fanon fait l'expérience du racisme. Il découvre l'aliénation. Il est l'autre, le noir, l'indigène enfermé dans le regard du blanc. En 1952, il publie Peau noire, masque blanc.
Il analyse les rapports entre noirs et blancs dans une société où l'idéologie coloniale est encore forte. Le livre s'ouvre sur une citation d'Aimé Césaire. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Alors je me demande, sommes-nous vraiment guéris ? Que nous reste-t-il de ce complexe d'infériorité ? Ne sommes-nous toujours pas l'autre pour l'Hexagone ? Dans cet épisode, j'ai voulu partager le récit de deux de mes amies. Toutes deux originaires de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, comme moi, elles sont venues en Hexagone pour leurs études et se sont confrontées aux stéréotypes, à l'ignorance, l'intolérance, mais aussi à leurs propres doutes. Oui, il faut que je me surveille dans mon élocution, car c'est un peu à travers elle qu'on me jugera. On dira de moi, avec beaucoup de mépris, il ne sait même pas parler le français. J'ai toujours été enfermée dans ce paradigme-là où les profs, vraiment, j'avais toujours les mêmes commentaires. Excellente idée, mais expression bancale, expression qui va pas du tout, mauvaise maîtrise de la langue française. Les Français, ils ont tendance à être beaucoup plus tolérants avec les étrangers qui apprennent la langue française. Donc un Espagnol qui va parler français et qui va faire quelques fautes, on va rien lui dire, c'est normal et tout. Et les gars, moi aussi, on peut considérer que je suis étrangère. De toute façon, vous me le rappelez tout le temps. Que surtout, en fait, je vis sur une île, qu'on a été colonisé et que notre français, il est construit avec les langues vernaculaires qui sont présentes. Et fondamentalement, dans sa grammaire, c'est un faux français par rapport au français académique de Paris. C'est encore plus dur, peut-être pour moi, de déconstruire le français que j'ai appris. Ondine est arrivée en Hexagone en 2021. Cette année, elle est en classe préparatoire pour passer l'agrégation de lettres modernes, le plus haut niveau dans le concours de l'enseignement. J'ai grandi vraiment à Ponériouin, qui est une commune avec vraiment peu d'habitants et majoritairement kanak, où vraiment les seules infrastructures qu'il y a, c'est la mairie, 2 magasins, une poste. C'est majoritairement en fait des tribus et un village. Ondine est issue d'une famille métissée originaire de Pointe-d'Imier et Ponériouin. Ponériouin, c'est un village d'à peu près 2500 habitants et situé dans la province Nord. Mise en place en 1998 pour permettre un rééquilibrage économique, la province Nord représente 18% de la population du territoire et compte 73% de Kanaks. Je suis allée faire mon lycée à la capitale, à Nouméa, dans le lycée La Pérouse, qui est un lycée considéré quand même comme un bon lycée, avec plutôt une majorité d'expats qui y sont inscrits et une communauté plutôt blanche. Chef-lieu de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, Nouméa a longtemps été lié au pouvoir colonial. Dès le milieu du 19e siècle, l'administration coloniale, essentiellement constituée de militaires, planifie et emménage la ville. Place Birakem, rue Gallieni, rue Rivoli, Austerlitz. Autant de noms censés rappeler la puissance militaire française. Le plan en damier appelle à une certaine rigueur, à un ordre à respecter. Et le Haut Commissariat de la République, représentant de l'État français sur le territoire, surplombe le centre-ville. Hors du centre-ville, on parle aussi parfois de ségrégation spatiale. Les quartiers nord populaires majoritairement habités par des Océaniens et les quartiers sud, plus riches habités en grande partie par des Européens. Parcourir les rues de Nouméa n'est donc jamais quelque chose d'anodin. Venir y vivre non plus. J'ai vécu un premier choc où je me suis rendu compte que j'avais pas forcément le niveau parce que au collège, j'étais la première de mon collège et en arrivant à Nouméa, je me retrouve plutôt dernière de ma classe avec ce niveau-là où j'ai pas vu la moitié des programmes, si ce n'est plus de la moitié. Je me rends compte qu'effectivement, il y a tout un peu ces stéréotypes que j'avais déjà entendus avec les niveaux qu'il y avait dans la province Nord et dans le Sud. Là, je me rends compte concrètement de ce que c'est. Ma première réaction, c'est de pas vouloir en fait rester dans cette position-là. Je voulais absolument rattraper tout ce retard. Donc, je bosse à fond pendant toutes mes années de lycée. Après une terminale littéraire, elle s'oriente vers une prépa Cagne à Nouméa. C'est la première fois qu'elle ressent l'aliénation, du fait de son origine kanak. Elle est perçue comme une minorité, elle est l'autre, enfermée dans le regard de l'Européen. Et là, c'est encore un choc que je vis parce que je suis dans une classe majoritairement de blancs et de profils assez excellents, qui sont pas forcément studieux, mais qui, toute leur scolarité et dans leur mode de vie même, en fait, ils ont eu des parents qui avaient accès à la culture. C'est une certaine élite, que c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est aussi
ce qui me motive à y aller. Et c'est la première fois de ma vie qu'on me fait sentir que j'appartiens à une minorité. Parce que jusqu'à là, j'ai grandi dans le Nord, donc je fais plutôt partie de pas la minorité, où je suis métisse, venant d'une famille métisse, avec des parents considérés comme ayant de l'argent dans le Nord. Alors, on me considère comme privilégiée. Et ce qui n'est pas le cas à Nouméa et notamment dans cette prépa, parce qu'au final, non, j'ai pas tant d'argent que ça par rapport à tous ceux qui m'entourent. Et surtout, tout de suite, depuis que je suis arrivée à Nouméa, on me considère comme étant kanak. Alors que ça a toujours été un problème d'identification pour moi en tant que métisse dans le Nord. Parce qu'au contraire, je ne suis pas perçue comme une kanak dans le Nord, mais je suis plutôt à l'extrême considérée comme une blanche. Et là, tout s'inverse. On me catégorise dans une minorité et on me considère comme une kanak. On explique les lacunes que j'ai par rapport au fait que je vienne d'une minorité. Donc effectivement, Ondine, c'est pas comme ça que tu dois t'exprimer, mais voilà, c'est parce que tu viens du Nord. Et donc tout le temps, on l'explique par rapport à ça. Me vient un sentiment où je veux vraiment prouver que j'ai quand même ma place. Vous m'imposez une étiquette, mais moi j'ai envie de vous prouver que cette étiquette, elle veut rien dire. Je me bats pour rattraper le niveau. Évidemment, je n'ai pas le concours. Et là, la suite logique s'impose à moi. Je dois aller en France pour continuer mon cursus. On nous répète qu'on est une élite et donc je ne mérite pas l'Université de Nouvelle-Calédonie. On nous inculque ça vraiment, qu'on doit aller en France, que c'est même pas pensable pour nous d'aller à l'UNC. Il y a un phénomène psychologique qui consiste à croire en une ouverture sur le monde, dans la mesure où les frontières se brisent. Le noir, prisonnier de son île, perdu dans une atmosphère sans le moindre débouché, ressent comme une trouée d'air cet appel de l'Europe. Ondine décide finalement de suivre une licence lettres, arts et sciences appliquées à l'université Paris-Cité. Sentiment d'infériorité, difficulté d'intégration, mystifié, l'Hexagone attire et intimide. J'arrive vraiment pas à m'intégrer, je me fais pas de copines, je réponds pas au profil de ma classe. Je suis quelqu'un qui prend énormément la parole, qui a pas peur de s'exprimer et qui adore justement communiquer avec le prof. Et là, pour la première fois, en fait, j'ai peur de prendre la parole. J'ai peur de mal m'exprimer. J'ai peur de mal parler le français. Je vais être soumis au mutisme pendant quelques mois. Et en fait, ça fait que aggraver la situation parce que je boue à l'intérieur, j'aime pas ce qui se passe autour de moi et j'arrive pas à le dire. Quand je vais commencer à prendre la parole, ça va être pour de la confrontation. En master, je vais faire pour la première fois de ma vie des vrais cours de grammaire. Je vous rappelle, la grammaire, c'est la science de la langue en gros. On réfléchit sur les constructions. J'ai un véritable coup de cœur parce que grâce à cette matière, je me rends compte de toutes les fautes que je peux faire à l'oral. Et j'ai une prof qui aime ce que je fais et qui me motive vraiment à fond pour continuer sur un mémoire de grammaire. Ce que je fais l'année suivante. Et en fait, je tombe avec une directrice qui représente au mieux cette société académique française qui a une pensée fixe, qui doit répondre à des règles fixes, qui n'admet pas une pensée extérieure. Ça se passe très mal avec cette prof. Et là, je perds toute confiance en moi. Parce que déjà, ça a été dur d'arriver jusqu'à là. On a toujours pointé du doigt mes lacunes en expression française. Et là, cette prof, qui est quand même une pointe dans son milieu, qui a écrit une grammaire, elle me dit à quel point je connais pas le français, je sais pas l'écrire, je sais pas le parler. Après le mémoire, je me suis complètement découragée, où je me suis dit, j'arrive quand même à la fin de mon parcours scolaire et j'ai pas réussi à combler les lacunes. Et je me sens nulle en fait. La grecque, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis que je suis en prépa CPGE. Et je savais déjà toutes les difficultés qui m'attendaient. En 1635, Richelieu fonde l'Académie française. Sa mission, normaliser la langue française. Ses règles complexes et sa rigueur doivent refléter la grandeur de la France. L'orthographe devient un instrument de pouvoir et permet à l'élite française de se reconnaître. Bien écrire, bien parler, c'est appartenir à l'élite. Déjà, c'est un concours qui est dur pour le français hexagonal, je sais pas comment dire ça. Mais je pense que c'est encore
plus dur pour des profils comme le mien, puisque j'ai vraiment l'impression qu'on me rappelle sans cesse que j'ai pas le profil correspondant. Par exemple, pour une anecdote, en début d'année, il y a un prof d'ailleurs que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup qui prend la parole pour nous dire qu'il est juré à la grecque depuis des années, qui a une anecdote justement qui l'a choqué et vraiment il veut nous prévenir de ça. C'est qu'un jour, en fait, il y a une candidate qui arrive, je le cite, elle vient de province et elle arrive en tenue traditionnelle, une candidate d'Alsace qui venait avec peut-être un habillement en dentelle, il me semble, et elle avait un gros accent. C'est ces mots. Il nous dit que cette candidate l'a complètement choqué et que pour lui, c'était une mise en scène de bouffonnerie. Ça me choque, en fait. Je me dis, mais déjà, cette candidate-là, elle appartient à la France hexagonale. Elle a à peu près la même culture que les gens qui y sont. Et déjà, elle apparaît comme différente. Alors je me dis, mais moi, ils vont penser quoi de moi, quoi, c'est pas possible. Et c'est plein de petits faits comme ça qui sont répétés tous les jours, en fait. Et où on dit, on veut pas de ça, on veut pas de ça, on veut pas de ça. En fait, en détail, c'est, on veut pas des minorités, quoi. On veut la crème de la crème. Toutes ces mises en évidence de ces différences, ça m'a vraiment montré que je devais toujours travailler 2 fois plus. Et même pas dans les cours, mais travailler 2 fois plus mon style vestimentaire, travailler 2 fois plus ma façon de parler. Parce que, en fait, dans cette société-là, quand tu parles mal, eh ben, t'es pas écouté, en fait. Tout de suite, on te pense comme moins légitime. Si je suis là, c'est bien pour prouver de toute façon que j'ai ma place. Pas ma place en tant que personnalité justement particulière parce que je sais me conformer à vos règles, c'est que des principes établis et que ça remet en rien ma valeur. Ondine a fait un mémoire sur les contes kanaks et espère, après son agrégation, continuer ses recherches sur la littérature kanak. Historiquement, il faut comprendre que le noir veut parler le français, car c'est la clé susceptible d'ouvrir les portes qui, il y a 50 ans encore, lui étaient interdites. Pour mes parents, le français, c'était la langue de la réussite. Pour eux, c'était une manière de mieux s'intégrer à l'école. Ma mère étant de Lifou et mon père de Saint-Louis, aucun des deux ne m'a transmis sa langue. Donc je ne parle pas Lifou et je ne parle pas Tayo. Je suis une fille kanak noire de peau, qui ne sait pas parler ni en la langue de son père, qui pourtant, c'est très bien dans la culture kanak, est fondamentale, puisque l'enfant est rattaché au clan de son père. Et donc, si tu sais pas parler Tayo, t'es pas une fille de Saint-Louis. Si tu sais pas parler Lifou, t'es pas une fille de Lifou. Et quand on est dans des réunions familiales, et qu'on est dans des coutumes, et que forcément, la langue sera autour du Tayo, ou autour du Djihou, ce sera plus difficile pour moi de comprendre. J'ai honte, en fait. J'ai honte. Il y a ce sentiment-là d'insécurité, parce que je me dis, mais je peux pas les comprendre. Mais pourtant, c'est ma culture. Enfin, tu te mets à part. En fait, involontairement, ils m'ont mis de côté. Ils m'ont empêché d'épouser ma culture. Et en grandissant, je me suis rendu compte simplement que pour eux, c'était plus simple d'élever leurs enfants dans une langue qui est socialement la plus acceptable. La Nouvelle-Calédonie compte 28 langues autochtones. Et selon l'UNESCO, plus de la moitié sont en danger. Depuis 1992, 4 d'entre elles, dans le Djihou, la langue de Lifou, sont inscrites en option au baccalauréat. Il y a un rapport entre ce complexe d'infériorité-là et la religion, parce que quand ma grand-mère paternelle faisait l'école à la mission à Saint-Louis, on l'a frappée quand elle parlait en sa langue. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, les frères maristes fondent une mission qui deviendra la tribu de Saint-Louis, au sud de l'archipel. Dès 1863, une école internat s'ouvre. C'est la première école professionnelle du territoire. Les habitants de la tribu et des communes alentours y sont formés pour les besoins de la mission. Bois, forgerie, chaudronnerie, agriculture. Les femmes y suivent aussi des cours et travaillent pour la mission. C'est le cas de la grand-mère de Stéphanie. L'éducation par les sœurs, elle était très stricte, très sévère, très sévère. Elle me racontait que, par exemple, lors des repas du midi, les sœurs mangeaient la viande tout autour et donnaient les os aux filles. Et les filles mangeaient le reste de chair qu'il y avait dans l'os. Pour moi, ça a été un choc, parce que c'est inconcevable, en fait. Aujourd'hui, tu te dis, mais c'était quoi? C'était des chiens? Peut-être le terme est fort, mais c'est ça, en fait. Il y avait des grands champs qui étaient alimentés par le travail, en fait, des enfants qui se voyaient dispenser l'enseignement des missionnaires. Les sœurs
Quand il fallait faire le chant, etc., quand elle entendait ma grand-mère parler avec ses cousines, parce qu'il y avait des cousines de Païta qui étaient avec elle, et qu'elle parlait en Ndjoubéa toutes les deux ou toutes les trois, enfin bref, elle se faisait frapper. Elle se faisait frapper violemment. Privée de repas, le soir. Pour elle, c'était une langue de sauvage, en fait. Ma grand-mère a souffert. À ce point-là où c'est rentré tellement dans son esprit qu'aujourd'hui, elle ne parle plus, en fait, en sa langue. En fait, c'est tellement fort, parce que je me dis, mais comment ça se fait que tu as ce problème-là qui date de 200 ans, qui aujourd'hui a des répercussions sur toi, sur ce que tu ressens, sur ton acceptation sociale, en fait. Mais je le vis aujourd'hui parce que j'ai ce complexe d'infériorité qui fait que dans mes études, je crois pas en moi. Je me dis, et pourtant, je suis dans la première université de droit de France, et je me dis, mais pourquoi tu te sens comme ça ? Pourquoi est-ce que tu te dévalorises ? Pourquoi est-ce que tu as un manque de confiance en toi ? Et tu te poses toutes ces questions, tu te dis, mais pourquoi t'es comme ça ? Tu vois ? Et franchement, au quotidien, ça te détruit. Maman, elle m'expliquait tout le temps que l'école, c'était le seul moyen de m'émanciper. Elle me disait toujours, et c'est cette phrase qui a limite bercé toute mon éducation, dépasse les blancs, fais mieux qu'eux. Moi, j'ai envie de réussir socialement pour moi, pour me prouver à moi-même que je peux aller loin, et pas pour prouver aux blancs que je peux faire ça parce que je suis une femme noire, et que je peux arriver à ce stade-là. Et je trouve ça tellement stupide, en fait. Enfin, c'est une réflexion qui se réduit à notre couleur de peau. Et aujourd'hui, moi, je veux pas être réduite à ma couleur de peau. Tellement réducteur pour une femme kanak, quoi. En 2025, penser que la femme kanak, elle doit être meilleure que le blanc, ça n'a pas de sens. Tout comme Ondine, Stéphanie intègre une classe préparatoire aux grandes écoles littéraires. Un jour, quand j'étais en prépa littéraire au lycée La Pérouse, à un moment, j'étais dans une classe en cours de philosophie. Et là, j'avais un professeur nous expliquer que bientôt, il va y avoir le référendum. Ça, c'était en 2019. Ce professeur-là m'expliquait, expliquait à la classe qu'il va y avoir une source de tension au sein des politiques, de revendications indépendantistes, qui va encore de nouveau émerger pour ce référendum. Expliquer, il y a des revendications qui peuvent être légitimes dans une population. Parmi ces revendications, il y a la revendication indépendantiste qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Et là, tout de suite, il s'est retourné vers moi, il m'a dit « Peux-tu nous en parler, Stéphanie ?» Parce que je suis noire. Parce que je suis kanak, et que pour lui, forcément, kanak veut dire indépendantiste. Voir ce raccourci-là, pour moi, ça m'a choquée. Venant d'un professeur de philosophie, se tourner devant une classe de 30 élèves, et se tourner vers la seule fille kanak de la classe, en prépa littéraire, et lui demander quelle légitimité a cette revendication indépendantiste, pour moi, c'est clairement exposer la kanak de la classe aux faits historiques. En gros, c'est la kanak de service, vas-y, explique-nous qu'est-ce que c'est qu'un indépendantiste. Parce que pour moi, c'était sa phrase, c'était ça. Il a juste tourné d'une manière à ce qu'il soit plus acceptable. À chaque fois que j'ai essayé d'apporter un argument, je me rendais compte que c'était des arguments qui étaient tout de suite contrecarrés. J'ai un homme de 40 ans devant moi, un homme qui est établi, qui a un esprit construit, solide, face à une étudiante qui vient à peine d'avoir son bac il y a 1 an. Je me rendais compte que la plupart des arguments que j'avais, c'était des arguments qui étaient davantage basés sur mes revendications personnelles et mes revendications émotionnelles. À ce moment-là, je me suis dit, mais il faut que tu apprennes, il faut que tu te battes, il faut que tu aies des arguments solides, il faut que tu aies des arguments concrets. Si aujourd'hui tu veux te défendre, il faut que justement tu t'instruises. Après une licence de lettres à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, elle s'oriente vers un parcours en droit. Intégrer un master à l'Université Paris-Panthéon-Assas, c'est un peu un rêve pour elle. C'est une université qui est très très sélective. Cette année, par exemple, il y a 76 000 candidatures sur la plateforme Mon Master pour rentrer en Master 1. Je t'avoue que quand j'ai candidaté, je me suis dit « jamais je serai acceptée ». Et en fait, quand j'ai été acceptée, c'est vulgaire ce que je veux dire, mais je suis tombée sur le cul en fait. Moi, kanak, moi qui viens juste de ma petite île là, j'ai été acceptée sur Paris, dans le 6e arrondissement, avec les meilleurs étudiants en droit de France, quoi, de France métropolitaine et outre-mer confondus. Je me sentais valorisée. Je me disais, mais tu vois, ton niveau, c'est pas parce que t'es en outre-mer que ton diplôme, c'est un diplôme cocotier, en fait. Genre, si tu réussis, si t'es accepté dans la première université de droit en France, c'est que tu peux, c'est que t'es au même niveau que les métropolitains. Mais dans son master, le manque de diversité rend parfois difficile son intégration. Depuis quand êtes-vous en France ?
Vous parlez bien le français. Un camarade de classe qui m'avait dit « Ah, mais c'est fou, tu viens de la Nouvelle-Calédonie ?» Je lui dis « Oui ». Il me disait « Mais c'est bizarre, t'as pas d'accent ?» Et je lui dis « Mais pourquoi dans les îles, on est censé tous avoir des accents ?» Il me dit « Non, mais c'est que tu parles super bien, t'as un français qui est lisse, quoi. T'as pas d'accent, on dirait pas que tu viens des îles. C'est quoi, dans les îles, on n'est pas censé parler français. Ça me ramène à ce complexe-là d'infériorité. Peu importe les milieux, que ce soit justement sur le travail, que ce soit à l'école, ou que ce soit même dans la vie de tous les jours, en fait. On te rappelle ça par ce type de propos-là. On te rappelle que t'es noir, que t'es kanak, que justement, c'est pas normal que tu puisses bien t'exprimer. Le nègre l'ignore, aussi longtemps que son existence se déroule au milieu des siens, mais au premier regard blanc, il ressent le poids de sa mélanine. Je pense aussi que de par tous les événements que j'ai pu vivre, ça me durcit dans ma manière de voir le monde, en fait, de voir la manière dont les gens me perçoivent. J'agis aussi par biais. Quand j'arrive dans ce genre de milieu où tu es confronté à ta couleur de peau, c'est dur parce que tu te dis mais je suis venue en métropole, c'est pour recevoir ces enseignements-là. Tu es dans la première université de droit de France, tu te dis ah c'est fort, je vais pouvoir me développer en tant que juriste, je vais apprendre plein de choses. Et en fait, la première chose que tu te rends compte, c'est que on te ramène à ta condition, à ta couleur, en fait. C'est plus par rapport au regard, ça va être très... Ils vont pas te le dire frontalement. Ça va être très subtil. C'est la manière dont ils vont te regarder, c'est la manière dont ils vont te regarder quand tu vas participer en cours. C'est la manière dont ils vont te regarder quand tu vas faire des travaux de groupe, que tu auras la réponse, etc., à des questionnements. Ils vont être davantage choqués que tu aies cette connaissance-là et que eux ne l'aient pas. En tout cas, je l'ai vu dans la différence d'acceptation-là de ce savoir en moi par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire que les Blancs, les métropolitains, pour eux, ne comprenaient pas que je puisse avoir ce type de savoir-là en étant dans les îles. Pourquoi est-ce qu'elle a autant de savoir pourtant, elle vient de la Nouvelle-Calédonie. J'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux aller loin. Et aujourd'hui, je me suis trouvé une voie en droit que j'apprécie énormément, que j'adore. Et j'aimerais bien pousser plus loin pour me spécialiser en contentieux administratif. On t'apprend le rapport entre l'État et la société, quoi. Dans mon histoire personnelle, ça se rapporte à l'État et la colonisation. La puissance publique par rapport au simple individu. Et moi, ça, c'est le sentiment qu'on a et c'est ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. C'est qu'on a une position de l'État français qui s'impose dans les institutions calédoniennes. Le fait qu'il y ait eu cette volonté déjà de réviser la loi organique sans consultation du comité des signataires ou des élus locaux, tu te rends compte qu'il y a encore cette puissance-là de l'État dans la collectivité d'outre-mer qu'est la Nouvelle-Calédonie. Et pour moi, le droit public, comme pour mes frères, qui sont tous les deux spécialisés en droit public, ça a été une évidence. En maîtrisant ce domaine-là, le droit public, on réussira à ramener cette justice-là qu'on n'a pas eue, que nos grands-pères n'ont pas eue. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de juge administratif kanak. C'est un domaine qui, pour moi, est à ouvrir, en fait. Parce que je veux montrer aux filles de chez moi, aux filles qui sont noires de peau, qui sont métisses, vous pouvez, il faut croire en vous. Même si ça paraît paradoxal, parce que moi, j'ai ce complexe d'infériorité, et pourtant, je me donne les moyens. Parce que je lutte, j'ai une lutte intérieure qui me pousse. C'est pas pour prouver par rapport aux autres cultures ou à l'homme blanc, c'est pour prouver à mes sœurs, entre guillemets, allez-y, vous pouvez le faire. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre. Qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. Le nègre n'est pas plus que le blanc. Supériorité, infériorité, pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre? Frantz Fanon, peau noire, masque blanc.